Bienvenue sur Nyota TV, nouvel invité sur ce plateau pour cette tranche. C'est un acteur politique, homme des médias, sénateur honoraire et président du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG, Modeste Mutinga Mutshai. Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge, bonjour, beaucoup de bonnes choses aux téléspectateurs de Télé Nyota. Voilà. Je vous remercie d'être venu à ma rencontre. Voilà. Nous sommes contents de vous avoir en face de nous. On va essayer d'aborder un certain nombre de choses, l'actualité abondante de notre pays. Commençons par l'indépendance de la République démocratique du Congo. Modeste, quelle lecture faites-vous du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de cette célébration de 60 ans d'indépendance de la RDC? 60 ans d'indépendance de la RDC est une date historique et mémorable, mais fallait-il fêter cette date quand on essaie de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur? On se rend compte que 60 ans après, notre pays n'a pas évolué. Nous ne sommes pas au niveau où nous étions à l'accession de notre pays à l'indépendance, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture. Particulièrement, nous avons fait un pas arrière. Le pays n'a pas fait des exploits qu'on attendait. Sur le plan de développement en général, nous étions loin devant la Corée, nous étions loin devant l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure pour nous comparer à ces pays qui sont aujourd'hui des pays développés. Aussi, nous étions un pays uni et fort. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention d'être une nation parce qu'il se développe des antivaleurs du type tribalisme, clanisme. Je suis triste pour dire que notre pays n'a pas évolué. Nous devons nous arrêter un moment, jeter ce coup d'œil dans le rétroviseur et nous battre pour un nouvel élan. Donc un bilan mitigé, négatif? Un bilan pas mitigé, un bilan surtout négatif parce que nous n'avons pas fait d'exploit ni sur le plan de l'industrie, ni sur le plan de développement des industries, ni sur le plan de développement de l'agriculture, ni de l'éducation. Nous sommes nulle part à ce jour. Et du coup, ça me fait penser à un de vos ouvrages, République démocratique du Congo, la République des inconscients. Il y a une inconscience politique, disiez-vous, administrative et sécuritaire au Congo. C'est aussi ça qui nous a caractérisé toutes ces années? Il y a une inconscience caractérisée dans tous les domaines. J'ai produit cet ouvrage en l'an 2000 à l'occasion du 50e anniversaire de notre indépendance. Nous arrêtant un peu, j'ai noté que le pays n'avait pas fait de prouesses. Le recul était tellement important que nous étions dans le gouffre. Rappelez-vous qu'un mois après notre accession à l'indépendance, notre pays, sur le plan politique, est entré dans une crise fondamentale qui a opposé le président de la République à son Premier ministre. S'en est suivi les sécessions, des rébellions. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation politique de notre pays ne s'est jamais stabilisée. J'avais noté également qu'à cette occasion, au-delà des actions de type politique, mais appliquées au secteur économique comme les pillages, ça a suivi la zérianisation, la radicalisation, et ensuite, sous le régime du président Kabila, on s'est mis à chercher à privatiser les secteurs vitaux, comme le secteur de l'eau et le secteur de l'électricité. On a privatisé même le secteur minier qui était le poumon de notre économie. Et tout cela, quand on faisait l'évaluation
en l'an 2000, le résultat était négatif. C'était du gaspillage. Les gens ont voulu se servir comme du temps de Mobutu en cassant l'économie, le tissu que les Belges nous avaient laissé. Et ici, on a cassé toutes les entreprises publiques, on a cassé la grande Gécamine au profit de certaines personnes. Cela m'a fait dire que nous étions des inconscients. Et jusqu'aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée. On continue sur la même lancée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, au fait, aujourd'hui? Si on doit, au regard de tous ces tableaux sombres que vous venez de peindre, qu'est-ce que le Congolais doit faire pour changer, pour sortir de cet état d'inconscience? Le Congolais doit prendre conscience que rien ne changera, que si le peuple sort de son mutisme, si le peuple comprend que le sort qui est joué, le destin qu'on est en train de balancer à gauche, à droite, c'est son destin. Il doit prendre ce destin en main. Si le peuple ne réagit pas pour changer les hommes, parce que ce sont les hommes qu'il faut changer, et le changement doit se faire méthodiquement, sur un critérium objectif. On ne peut pas amener à la direction des affaires le premier venu sans expérience, sans formation suffisante. Il faut des hommes de qualité qui puissent gouverner le pays et administrer son destin. Dans un autre ouvrage, vous écrivez beaucoup, on va essayer d'en parler d'ailleurs. Il y a 6 ans, si je ne m'abuse, vous parliez déjà de la République des juges contre l'impunité. Évidemment parce que vous vouliez que l'impunité, qu'on puisse arrêter cela dans notre pays. Et vous aviez même plaidé pour une meilleure place à réserver à la justice dans cet ouvrage-là, pour une grande autonomie du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Êtes-vous satisfait aujourd'hui? Après avoir fait le constat en 2000 que nous étions inconscients, nous ne tenions pas compte de la place de notre pays dans le concert des nations en Afrique et dans le monde, nous ne tenions pas compte de possibilités économiques qui étaient les nôtres avec un sous-sol riche, avec des cours d'eau énormes, avec la forêt, tout ce qui est nécessaire pour le développement d'un pays. La République démocratique du Congo est dotée de toutes ces possibilités. Et que nous nous retrouvions au bas de l'échelle parmi les pays les plus pauvres du monde, c'était cela que j'appelais l'inconscience. Mais 10 ans après ce cri d'alarme, je vais noter que les choses ne changeaient pas. On était toujours dans le statu quo de malgouvernance, de détournement des biens publics. Tout était fait pour que la République appartienne à une classe bien déterminée de personnes, pourquoi pas à une famille, pourquoi pas à des individus, ce qui était intolérable. Et je me suis dit qu'il n'y a pas, à partir du moment où le public ne se réveille pas, le peuple ne se réveille pas, il faudrait que la justice, elle, se réveille. C'est pour ça que j'avais parlé d'une possibilité de mettre en avant l'autorité de la loi. Il n'y a que l'autorité de la loi qui peut changer les choses. D'où, pour une république de juges contre l'impunité, au lieu que les choses s'améliorent 10 ans après, les choses se sont améliorées, se sont empirées. On a connu les gens qui ont amassé des milliards, les gens qui ont créé des sociétés à travers le monde, les gens qui ont créé des sociétés écrans au mépris de la situation sociale de la population, au mépris du développement du pays qui est au point mort depuis plusieurs années. Il fallait qu'il y ait l'autorité de la loi. La justice devait être mise à sa place pour que, conformément à la Constitution, ce soit cette institution régulatrice des mœurs
et qu'elle puisse être l'élément de la bonne gouvernance. Et ça, ça ne se fait pas jusqu'aujourd'hui. J'ai été heureux de constater que le président Tshisekedi puisse parler de l'état du droit, oui, parce que ça a été le cheval de bataille de son feu père d'heureuse mémoire, mais qui n'était pas allé plus loin que ce que nous souhaitions. Maintenant que le président Tshisekedi estime que le moment est venu de faire valoir un état de droit, nous souhaiterions qu'il aille plus loin, qu'il aille jusqu'au bout. Je n'étais pas d'accord avec lui lorsqu'il a dit qu'il n'est pas venu pour finir. Finir dans le passé. Finir dans le passé. Il est détenteur de l'impérium. J'aurais voulu qu'il finisse dans le passé pour donner l'exemple. J'aurais voulu qu'après avoir puni, s'il pouvait gracier, il en a le droit, mais que la justice soit dite, que ce soit une justice juste, une justice équitable. Les Camérés, on en a plein, ils sont très nombreux qui sont encore dans les institutions, toutes les institutions, qui sont dans les partis politiques, dans les regroupements politiques, dans l'FCC, comme dans le cache et partout ailleurs. Ils se cachent. Je ne suis pas heureux de vous dire que depuis 60 ans, on n'a pas réussi à créer une classe moyenne dans notre pays. On n'a pas réussi non plus à créer une classe des riches. On n'a pas de millionnaires. On n'a pas de milliardaires congolais. On n'en a pas du tout. C'est la honte. Qu'une seule personne cumule des milliards alors qu'il y a 90 qui sont dans la misère noire, c'est une inconscience. Je crois que ça doit s'arrêter. Ça, c'est une inconscience. Nous n'avons ni la classe moyenne, nous n'avons même pas de riches, de Congolais riches, mais c'est une honte. Dans les pays comme le Nigeria, le Ghana, disons l'Afrique du Sud, de plus en plus on commence à avoir une classe des autochtones qui sont riches. Vous voyez sur notre place financière aujourd'hui, la plupart des banques commerciales qu'on a à Kinshasa sont des banques nigériennes. Les Kenyans viennent d'arriver avec Equity, etc. Où sont les Congolais? Où sont les Congolais? C'est ça l'inconscience. C'est là où je dis que nous sommes une république des inconscients. J'étais à la banque ce matin pour chercher de l'argent. On me dit non, la Banque centrale a donné de nouvelles directives que pour avoir un compte bloqué qui vous permettrait d'avoir un petit crédit, si vous n'avez pas une maison à hypothéquer, il faut une hauteur de 100 000 $. Je me suis dit, voilà, des inconscients en plus qui vont exclure la classe moyenne congolaise d'avoir le petit crédit pour développer des petites affaires, mais on met des conditions tout à fait draconiennes auxquelles on ne peut pas accéder. Ça, c'est de l'inconscience qui continue. Ce n'est pas possible. D'accord. Avec l'avènement de l'état de droit, cet état ou cette république des juges tant rêvée par vous s'installe petit à petit. Mais il y a une sorte de crainte chez certaines personnes, certains de nos compatriotes qui pensent plutôt que on est en train de donner plus de pouvoir aux juges. Et les juges sont-ils supérieurs aux députés, aux sénateurs? Non, cette société, cet état de droit n'a pas encore commencé à s'installer. Il y a peut-être l'annonce avec l'affaire Caméré. Si elle avait commencé à s'installer, il y a beaucoup de canards boiteux, il y a beaucoup de dossiers sales auxquels le chef de l'État devait avoir le courage politique de s'attaquer. Parce que il prône l'état de droit, il est couvert par la Constitution, il a la légitimité populaire que pour pouvoir tamiser, voir qui a fait quoi et donner l'exemple. Il en sera ainsi pour que cet état de droit s'installe. Et il faudrait que cet état de droit concerne les grands comme les petits, qu'il concerne ceux qui sont dans le FCC comme ceux qui sont dans le cash ou dans d'autres partis politiques. Elle ne doit pas être cette politique, cette nouvelle politique
ne doit pas être sélective. Et il faut accélérer les choses pour que la population qui s'impatiente, qui risque d'imploser ou d'exploser, ne puisse pas arriver à cette fin. Vous avez noté combien cette semaine, il y a des groupes sociaux qui veulent marcher, qui veulent s'exprimer. L'état des droits voudrait qu'on les laisse agir, qu'on les laisse s'exprimer, qu'ils soient encadrés, qu'ils soient accompagnés, au lieu de mettre sur la rue de la Tchango à la Gombe des centaines de milliers de policiers et de militaires. Ça, c'est une fausse note pour l'état de droit que prône le président Tshisekedi et qui a été le leitmotiv de son fait peur. Je crois, on doit faire très attention. La Constitution autorise les marches pacifiques. Oui. Le fait de laisser... Peut-être qu'on craint un peu le débordement parce qu'il y en a qui confondent. Marcher et aller casser, c'est deux choses différentes. J'ai suivi dernièrement une marche à Lubumbashi qui était bien encadrée. C'était magnifique de voir les gens marcher, crier, danser, mais à côté, il y avait les policiers qui les accompagnaient. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas qu'on laisse à la rue les policiers, les militaires qui vont bastonner la population, qui exprime son droit. Ça, ce n'est pas un état de droit. Ce qui se passe aujourd'hui ne donne pas un bel espoir dans la mise en place de cet état de droit. Bon, on a parlé de la condamnation de l'ancien directeur de cabinet, ou du directeur de cabinet en attendant bien sûr qu'une ordonnance qu'il est destitué de son poste. Est-ce que cela augure la fin de la République des Intouchables? L'ancien directeur de cabinet a brillé par sa volonté de mener une vie ostentatoire. Un directeur de cabinet est discret. Je crois que cela l'a trahi. L'ancien directeur de cabinet a brillé par ses déclarations intempestives sur les médias nationaux et internationaux. Il y a des considérations politiques qui veulent qu'un directeur de cabinet ne parle pas trop. Là, il a péché. Sa façon de se conduire comme une star, je crois que c'est ce qui a été un péché pour lui. C'est un homme politique intelligent, mais il n'a pas puisé dans son intelligence pour se dire qu'un directeur de cabinet a un comportement, une stature. Observez, c'est un homme d'État. Ce n'est pas un homme populaire, c'est un homme d'État. Ouais. Kabila est une épine dans les pieds de Tshisekedi, dites-vous, Modeste Mutinga. Le président honoré, aux yeux de certains observateurs, semble être l'obstacle à l'exécution de la vision de Tshisekedi. Kabila est une grosse épine dans le pied de Tshisekedi. Vous savez, nous qui sommes des villageois, qui avons vécu au village, quand on a marché sur une épine et qu'on n'a pas eu le temps d'extraire cette épine, c'est la gangrène. La gangrène qui peut conduire à ce qu'on puisse vous amputer la jambe et qui peut se compliquer, le cancer peut atteindre d'autres organes et conduire à la mort. Le fait d'avoir accepté cette majorité factice, cette majorité de députés et sénateurs nommés, diriger aujourd'hui la politique nationale est une grosse erreur politique. Ça ne va pas nous amener plus loin. Une correction est appelée de tous les vœux. Tshisekedi était déjà au pouvoir quand il a demandé à la Cour constitutionnelle, au parquet, de voir clair dans ce qui s'est passé lorsqu'on allait élire les gouverneurs et les sénateurs. On a vu comment la Cour constitutionnelle est revenue plusieurs fois sur ses décisions en invoquant les erreurs matérielles. C'est que les élections de 2018 ont été une catastrophe, une grande catastrophe.
qui ne devait pas se répéter. Il fallait corriger. Je ne dis pas parce que dissoudre cette Assemblée nationale, il faut une procédure constitutionnelle. Je suis pour le respect de cette loi fondamentale, mais cela ne devait pas donner l'occasion au président Kabila de rechercher coûte que coûte son retour sur la scène politique. Je disais dans ma dernière interview qu'il a eu de la chance de partir par la grande porte. Nous avons trouvé pour lui cette voie de sortie patriotique. On ne peut pas abuser de cette volonté, de cette amabilité du peuple congolais pour chercher aujourd'hui à revenir coûte que coûte par tous les moyens. Si ce n'est pas sa volonté, les amis de FCC qui l'ont comme mentor ne veulent pas le lâcher pour qu'il continue à bénéficier des attributs du pouvoir. Et ils doivent changer de veste, se préparer aux vraies élections, parce que c'est là qui font d'eux les détenteurs de la majorité n'ont pas été des élections. Ça a été un camouflet pour la démocratie. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous recommandez d'obtenir un consensus dans la désignation des animateurs de la CENI. Non seulement ça, mais vous parlez plutôt de la loi électorale qu'il faut réformer. Les gens ne lisent pas dans le cadre de mon parti. Nous avons fait une proposition que nous avons soumise à l'appréciation de tous les acteurs politiques et même du président de la République. Nous pensons qu'il nous faut une nouvelle commission électorale nationale indépendante issue d'un consensus national. Et pour cela, nous avons proposé la mise en place d'une convention citoyenne pour les élections crédibles en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, une telle commission devait se pencher sur ce dictat du président Kabila qui nous a imposé la présidentielle à un tour. Cette affaire-là doit changer. On doit donner la possibilité de l'exercice démocratique à tous les niveaux. On s'occuperait de cela. On ferait une évaluation de tout le processus électoral parce que jusqu'à aujourd'hui, les locales n'ont pas encore eu lieu. Qu'est-ce qui a fait défaut? Qu'est-ce qui a fait qu'on ait des élections chaotiques la fois passée? On a fixé un seuil qu'on n'a pas suivi. On a amené une machine à voter qui a été contestée. On a eu les résultats avant le dépouillement. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Le fichier électoral même est un fichier irrégulier. Donc toutes ces questions, on ne peut pas les résoudre en un clin d'œil. Il faudrait une convention d'experts qui puisse analyser profondément cette situation-là. Il ne faut pas qu'on nomme déjà un président qui va venir s'asseoir sur cette panoplie de directives irrégulières, anarchiques, antidémocratiques. Il faudrait une désignation qui divise déjà les confessions. Il faudrait qu'on puisse nettoyer les écuries, qu'on puisse améliorer cet ensemble de dispositions légales avant d'arriver à la désignation d'un président à qui on devra mettre les instruments renouvelés, des instruments révisés pour les appliquer parce que ça serait la volonté consensuelle du peuple. Mais le nommer avant, sans qu'il y ait l'audit du mandat précédent, oui, c'est une grosse erreur. Je ne pense pas que le président de la République puisse accepter cela. Toutes ces manifestations qui sont en train de se dérouler aujourd'hui est un signal fort adressé au président de la République et aux amis du FCC qui doivent arrêter ce qui sont en train, ce coup politique, ils doivent arrêter parce qu'il n'aboutira pas. Et arrêter, obtenir le consensus, c'est ce que vous... Il faut rechercher le consensus. Nous avons proposé le cadre. Nous avons dit que ce cadre-là pouvait être convoqué par le président de la République
sur ordonnance, il en a les possibilités. Ce ne doit pas être un truc qu'on doit encore amener la majorité, la minorité. Non, non, on amène les représentants de la nation qui vont discuter en toute indépendance pour proposer des mesures idoines qui peuvent nous faire avancer. Parlons d'une loi, la loi Mutinga, sur le statut des anciens présidents. Honorable sénateur, on nous accuse de donner autant d'avantages aux anciens présidents. Pourtant, votre peuple, le peuple congolais, vit avec moins d'$1 par jour. Je crois qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Les gens ne connaissent pas la procédure élémentaire. D'abord, il ne s'agit pas de la loi Mutinga. Dans notre nomenclature, dans notre terminaison, on ne nomme pas les lois par rapport à ce que les ont Donc proposé. c'est une loi à partir du moment où vous prenez l'initiative de proposer une loi, parce que les sénateurs, les députés proposent, le gouvernement fait des projets de loi. Donc en proposant cette loi-là, quelle est la démarche? La démarche, vous proposez. Vous écrivez au bureau du Sénat à cette époque-là. Le bureau du Sénat prend note. On soumet votre proposition à la conférence des présidents. Est-ce que cette proposition est-elle fondée, est-elle pertinente? Si la conférence des présidents juge que cette proposition peut faire avancer la République, peut enrichir notre législation, on l'envoie au gouvernement pour avis et considération. Le gouvernement répond, et en ce moment-là, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on envoie cette loi-là à la plénière de l'Assemblée ou du Sénat pour qu'elle puisse en discuter. Et l'auteur est invité à présenter sa loi en plénière. Et il répond à de multiples questions sur le fondement juridique, sur la pertinence, etc. Et la loi approuve. Donc depuis 2015 que j'avais fait cette proposition, elle a suivi toutes les étapes pour ne plus être ma loi. Parce que j'en suis auteur intellectuel, mais du point de vue du développement, de l'enrichissement, c'est devenu un instrument du Parlement. Oui. Parce que le Sénat l'a discuté, l'Assemblée nationale a discuté, ils ont adopté et le président de la République a promulgué. Tenez que cette loi proposée depuis 2015, il n'y avait pas d'arrière-pensée à cette époque-là. Le tel objectif était, comme ça s'est passé partout en Afrique et ailleurs, on a connu les périodes de coups d'État en Afrique. Ensuite, après les coups d'État, il y a eu les conférences souveraines partout en Afrique. On est revenu un peu à la démocratie avec les limitations des mandats. Malgré les limitations des mandats, les chefs d'État ne voulaient pas partir. Ils prétendaient qu'il n'y avait pas de sécurité, qu'est-ce qu'ils deviennent, on ne faut pas les arrêter, etc. On a voulu répondre à cette préoccupation. Après le mandat du chef de l'État, parce qu'on l'a limité à 5, pour qu'il ne s'éternise pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui garantir d'abord la sécurité. C'est la première des choses. Et ensuite, il faut lui donner des avantages sociaux. Il ne faut pas qu'il parte du paradis pour se retrouver dans l'enfer. Donc il fallait aménager une possibilité qui lui permette d'avoir la vie après la présidence. Donc il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après la présidence. Garantie. C'est ainsi que cette loi a été préparée. Donc, quant à la hauteur, ils disent combien il va toucher, combien il va avoir de ceci, etc. Ce n'est pas le rôle du Parlement. Okay. Le Parlement a pris une loi, il a fixé le cadre. Mais quant à dire que le président Kabila va toucher 600 000 $, comme c'est le cas aujourd'hui, ça n'a pas été fixé au Parlement. Ça a été fixé par le gouvernement. La loi donne le pouvoir au Parlement de fixer la hauteur. Donc c'est le gouvernement Tchibala qui a fixé cette hauteur.
Aussi, quand on a fini de délibérer là-dessus, Kabila a pensé à ceux qui ont été avec lui, ceux qui ont travaillé, je ne dirais pas ceux qui ont souffert avec lui, ceux qui ont constitué sa cour. Donc, la loi que j'avais proposée s'est limitée au chef d'État élu. Ça s'arrêtait là. Alors, on a fait une extension pour qu'elle s'occupe des anciens premiers ministres, des anciens présidents de corps de constitués, etc., des anciens, je ne sais pas, chefs d'état-major, etc., etc. Ça, c'était la volonté du président Kabila. Et c'était la volonté exécutée par les deux chambres, comme vous le savez. Et je vous dis, les gens ne le savent pas. Le jour qu'il fallait voter cette loi, moi j'ai voté contre. J'ai voté contre. Votre propre loi? J'ai voté contre parce qu'elle ne répondait pas à ma proposition première. La loi Martyr que moi j'avais proposée a été complètement charcutée. Parce que moi j'avais la préoccupation de la vie du président après, dans le cadre de la loi, du statut des anciens chefs d'État élus. Cela veut dire que si vous n'avez pas été élu, vous n'êtes pas passé par des élections d'une manière démocratique, vous ne pouvez pas bénéficier de cette loi-là. Oui. Demain, quelqu'un peut faire un coup d'État le jour qu'il quitte, il ne bénéficiera pas de cette loi-là. Ça ne le concerne pas. C'était une façon de promouvoir la démocratie. Et voilà ce qui s'est passé. La hauteur des indemnités, le nombre je ne sais pas, de militaires mis à sa disposition, etc. Ça, c'était de la compétence du gouvernement. La loi dit que le Premier ministre détermine cela après concertation au niveau du Conseil des ministres. Et c'est le gouvernement Tchibala qui a déterminé cette hauteur. Si Kabila est arrivé à 600, il faut se demander si les premiers ministres sont combien, ont combien, des anciens présidents des assemblées, des anciens chefs de corps, ils ont combien. Ça, il n'y a que le gouvernement qui le sait. Mais ce n'est pas à Moutinga, je n'aurais pas fait cela. On avait besoin de cette précision. Et merci de nous avoir suffisamment éclairé là-dessus. Oui. Alors, dans le cadre ou dans le souci de mettre fin à l'impunité dans ce pays, vous aviez suggéré à l'époque la création d'un parquet financier pour lutter contre la corruption et les autres antivaleurs et surtout traquer les criminels économiques à col blanc, comme vous le disiez à l'époque. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes partis d'une expérience malheureuse, celle où le président de la République avait nommé le professeur Bambi, comment il s'appelle? Luzolo Bambi. Il a été nommé conseil spécial du chef de l'État pour lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux, etc. Il a eu la perspicacité de dire qu'il y avait plus ou moins 15 milliards de dollars qui disparaissaient comme ça de nature par la corruption. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il a suggéré la création d'une agence de lutte contre la corruption. Je m'étais exprimé tout de suite pour dire que cela n'était pas efficace dans la mesure où l'agence est une structure administrative. Une structure administrative ne va pas dire le droit, ne va pas arrêter, ne va pas mettre les gens en prison. Elle va peut-être instruire le dossier et le mettre au niveau du parquet. Mais pourquoi on va faire un détour aussi long si on peut créer un parquet? Un parquet aurait toutes les compétences constitutionnelles d'interpeller, d'arrêter et de foutre en prison. La structure dépend hiérarchiquement du président de la République. Mais peut y avoir des méfaits au niveau du président de la République ou au niveau de la présidence. Qu'est-ce qu'ils feront? Les gens peuvent être corrompus au niveau de la présidence de la République, dans ses services administratifs ou au niveau du gouvernement. Comment ils vont faire? Ils seront jugés partis. C'est pour ça qu'il fallait un parquet national financier. Parce qu'il agirait comme tous les parquets, en toute indépendance. Il peut interpeller, il peut instruire, il peut mettre en prison, il peut saisir. Mais une agence n'a pas toutes ses compétences. Bien.
Alors, on va parler de votre parti, le Parti démocrate pour la bonne gouvernance, PDG, dont vous êtes président. Comment traversez-vous cette période de la pandémie et comment se porte le PDG? Mais d'abord, nous avons traversé une période triste avec la mort de mon ami Pierre Lumbi, avec qui je travaillais dans une même plateforme politique, dans des mêmes groupements politiques. C'est ainsi que le parti ne faisait pas trop de bruit d'une manière particulière, parce que nous étions dans cette plateforme qui était conduite avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et d'efficacité surtout par Pierre Lumbi. Et nous avons décidé maintenant d'honorer sa mémoire en allant au front pour que ce combat de qualité, ce combat de patriotisme pour le bien de la population ne soit pas annulé après sa mort. Donc le parti continue. Je vous signale que le parti est créé depuis 2015. Nous avons été aux élections de 2018 où nous avons eu 2 députés provinciaux et 7 députés nationaux. Donc nous sommes un parti qui évolue très bien. Nous n'avons pas fait trop de bruit parce que dans tout ce que je dénonce comme anti-valeur, comme comportement des élites, j'ai difficile à évoluer à l'aise là-dedans, mais je suis comblé de voir que de plus en plus la population commence à prendre conscience. S'il y a cet éveil, je crois plus loin nous avancerons. D'accord. Et que si le président Tshisekedi est effectivement à l'écoute, et il n'a pas besoin d'une autre majorité beaucoup plus confortable que la majorité populaire qui lui rassure la légitimité. C'est à cette majorité qu'il doit répondre. Et ça, c'est très important pour lui. Sinon, cette même majorité se détournerait de lui. Nous allons terminer par votre dernier message et surtout que nous ayons encore durant cette période de la pandémie, un dernier message à tous ceux qui nous ont regardés en ce moment. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne la pandémie, lorsque au début c'était l'épidémie, lorsque l'OMS avait décidé de remonter au niveau de la pandémie et que l'état d'urgence a été décrété par le président de la République, nous avions fait une déclaration politique pour dire, bien sûr on a pris des mesures, mais ces mesures il faut les encadrer économiquement, il faut les encadrer aussi sur le plan social. Il faut vous dire que rien n'a été fait. Aujourd'hui, c'est une catastrophe de voir l'équipe de la pandémie aller en grève, de voir les médecins... Impayés depuis 3 mois. Je suis triste et je ne suis pas seul. Nous sommes tristes que cela arrive dans un pays où la où sont passés tous les millions qui sont tombés. Tous les millions qui sont tombés. Non, c'est difficile à expliquer. Ce n'est pas possible qu'on en arrive là. Je crois que le président Tshisekedi doit se réveiller, ouvrir l'œil. Et le bon, on ne sait pas où nous allons avec cette maladie, qu'est-ce qu'on va en arriver. Mais cette gestion, c'est une gestion aussi calamiteuse qu'irresponsable. Merci à vous. Merci. Modeste Mutinga Mutushai, je rappelle que vous êtes acteur politique, homme des médias. Vous avez exercé en tant que journaliste. On est d'ailleurs heureux de vous voir vous exprimer face à nous en ce moment. Sénateur honoraire et président du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG. Invité, c'est fini. Merci de nous retrouver très prochainement pour un autre invité.